Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, il est 10 heures. Je suis votre présentateur Noah et nous sommes en direct de la MFR de Percy où les élèves de seconde pro nous ont fait un projet sur le bien vivre ensemble. Sur le plateau avec moi, nous avons Madame Delaunay et Monsieur Brizot. Sachez que les élèves Diego, Guilhem et Hugo qui vont nous parler des différences salariales. Je laisse la parole à Diego. Alors bonjour à tous, comme le présentateur nous l'a dit, on va vous parler des inégalités salariales, car il faut savoir qu'en moyenne une femme touche quand même 7,6% de moins qu'un homme. Selon l'INSEE, nous savons aussi qu'en 2021, une femme toucherait 1553 euros de moins, 1553 euros et un homme 2053 euros, ce qui ferait une inégalité de quand même 500 euros. Mais il faut savoir que ça peut varier aussi en fonction des âges, car les jeunes travailleurs de moins de 25 ans, il y a un écart de 4,6% entre les salaires. Et pour les personnes en fin de carrière de plus de 60 ans, l'écart est de 27,5%. Mais cela peut encore varier aussi en fonction des divers métiers. Pour un cadre, il y a un écart de 16,1% et pour un employé de 4,6%. Je vais laisser la parole à mes camarades. Bonjour Madame Delaunay, bonjour Monsieur Brizot. Bonjour. Du coup, je vais vous poser quelques questions sur l'inégalité salariale. Savez-vous que 7,6%, savez-vous que les femmes touchent 7,6% en moins sur le salaire que les hommes? Alors oui, malheureusement, j'aimerais dire, parce qu'en 2024, c'est un petit peu dommage encore qu'il y ait des différences entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Mais oui, on parle souvent dans les informations du fameux plafond de verre des femmes, où même si c'est pas systématiquement officiel dans les dires, il y a quand même des grandes disparités encore qui existent. Mais comme l'a précisé Hugo, j'allais dire, excuse-moi, Diego, c'est vrai que ça dépend un petit peu des secteurs d'activité, mais oui, il y a encore des secteurs d'activité où c'est marqué, où on fait des différences entre des employés hommes et des employés femmes. Je vais laisser peut-être répondre mon collègue. Oui, bonjour. Je suis totalement d'accord avec ma collègue. Par rapport à ces différences d'inégalité salariale, une des raisons pour lesquelles on pourrait justifier, ça serait notamment que les hommes occupent en moyenne des postes peut-être plus rémunérateurs et également peut-être que les femmes demandent ou en tout cas occupent des postes davantage à temps partiel. Voilà. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais du coup je vais laisser la parole à Hugo. Moi j'aurais une question, ça serait est-ce que vous auriez une explication pour cette différence de salaire entre les hommes et les femmes? Je pense qu'il y en a sûrement plusieurs, peut-être au niveau historique aussi, parce que très longtemps, en tout cas, on a considéré que c'était parfois dans les entreprises, en tout cas dans des postes à responsabilité. Vous parliez tout à l'heure de différences un peu plus marquées chez les cadres, notamment. Je pense qu'on imaginait que peut-être embaucher une jeune femme, même si elle avait des compétences et si elle avait absolument le profil pour le poste, ça pouvait éventuellement être un petit peu plus compliqué parce que il fallait éventuellement penser se séparer de cette collaboratrice-là, par exemple le temps d'un congé maternité. Donc il y a certains employeurs, je pense que ça freine aussi, c'est-à-dire le fait de devoir reformer quelqu'un, réembaucher une collègue ou un collègue le temps de cette maternité. Donc ça a certainement joué en cette faveur-là. Et puis il y a des années de patriarcat, c'est-à-dire dans les entreprises, c'était souvent les hommes aussi qui géraient un petit peu les embauches dans les entreprises et on considérait, alors à tort je pense, de mon point de vue, qu'une femme était peut-être pas tout aussi résistante, aussi compétente qu'un homme. Je vous ai expliqué tout à l'heure peut-être deux premières raisons au niveau peut-être du temps partiel. Une autre raison également, ça serait selon moi, il y a des secteurs d'activité, des branches économiques où les femmes certainement sont plus concentrées que les hommes, ce qui expliquerait davantage ces inégalités salariales. Merci pour cette explication et je vais repasser la parole à Guilhem. Alors Monsieur Brizou, même dans les sports, nous trouvons ces inégalités salariales. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai envie de répondre évidemment non. Non, les femmes et les hommes, peu importe le sport qu'ils pratiquent, ils font tous le même effort, le même dépassement de soi. Et donc oui, aujourd'hui encore,
prends l'exemple du foot, hein, mais pas que, le cyclisme également. J'ai un doute sur le tennis. Ils sont en train de faire des gros efforts pour répartir les dotations entre femmes et hommes. Mais évidemment, voilà, je me répète, mais le dépassement de soi, l'effort, le principe d'équité et de justice pour les femmes et les hommes. Donc il faudrait continuer à travailler dans le bon sens. Oui, parce que dans le sport, la différence de salaire est quand même énorme. Tout à fait. Du coup, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Hugo. Et pour vous, Madame Dolay, j'aurais une autre question. Oui. Dans votre expérience professionnelle précédente en peinture dans le BTP, avez-vous connu ces discriminations, ces différences de salaire? Alors, moi, j'avais la chance de travailler dans le bâtiment, c'est vrai, mais dans une filière qui était qui concernait plus les finitions, hein, puisque c'était de la peinture décorative, et je travaillais en indépendante. Donc, j'avais pas forcément beaucoup de recul pour comparer avec des collègues les écarts de salaire. Je ne pense pas, en plus, pour en avoir discuté quand même avec des collègues d'autres entreprises, qu'il y avait une grosse différence au niveau salarial. Il y avait peut-être un petit peu plus de différence dans la perception de certaines femmes dans des corps de métier, hein, dans des métiers du bâtiment qu'on appelle un peu le gros œuvre, c'est-à-dire la maçonnerie, la couverture, où là on estimait un petit peu plus que les femmes n'étaient pas forcément adaptées à ce genre de travaux parce qu'il y avait besoin d'une force physique que pour certains en tout cas elles ne possédaient pas, hein, donc c'était peut-être plus à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau salarial, alors j'ai pas forcément de chiffres en tête, mais c'est pas systématiquement peut-être l'artisanat qui doit avoir une trop grosse différence entre hommes et femmes. Hein, comme vous le mentionnez tout à l'heure, c'est peut-être dans d'autres secteurs d'activité où là il y a une grosse différence. Mais je pense que si différencial, elle doit être assez minime, hein, au niveau de l'artisanat, en tout cas dans ce que j'ai connu moi dans le bâtiment. Pensez-vous avoir dû plus vous imposer que si vous étiez un homme? Alors, plus m'imposer... alors, c'est vrai que déjà, on était très peu sur les chantiers à être des femmes. Hein, donc, je côtoyais très peu de collègues. Je côtoyais beaucoup d'hommes. M'imposer, non. Après, il y a des situations qui font que sur certains chantiers, il y a des choses mises en place. C'était un petit peu plus compliqué quand on arrivait, par exemple, où il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes ou sur certains chantiers, pas de toilettes. Alors, je ne vais pas dire que c'est plus simple pour les hommes, mais en tout cas, c'est encore plus compliqué quand on est une femme d'organiser une journée de travail dans ces conditions-là. Mais après, il n'y avait pas forcément beaucoup de sexisme. Dans l'ensemble, c'était plutôt harmonieux au niveau des chantiers, donc j'ai pas eu besoin de m'imposer. Après, à compétence égale et à travail égal, hein, quand on est amené à voir le travail qui est réalisé par un homme ou une femme, on se rend compte que voilà, on a le même métier, enfin, quand on fait le même métier. Merci pour ces explications. Je vais repasser la parole à Guilhem ou à Diego. Parce qu'en soi, la peinture, c'est un travail de finition un peu, non? Oui, alors on avait même certains employeurs, alors je vais même faire un petit peu la contrebalance. Moi j'ai rencontré des chefs d'entreprise dans le secteur de la peinture qui me disaient qu'ils recherchaient des femmes en apprentissage parce qu'ils trouvaient que les femmes étaient beaucoup plus minutieuses. Alors là on va pas inverser les choses en disant que les femmes travaillent mieux que les hommes, mais en tout cas il y a la preuve qu'il y avait de la place pour tout le monde aussi et que c'est pas forcément un secteur qui est fermé à l'embauche de femmes. Là pour le coup même c'était recherché. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tant mieux. Merci beaucoup, du coup. Je repasse la parole à... T'as quelque chose à dire? Oui. Merci beaucoup à vous d'être intervenu sur notre plateau. Puis merci. Merci à vous. Merci Diego, Guilhem et Hugo pour cette chronique, ma foi, plutôt intéressante. Et j'aimerais vous remercier aussi d'être venus aujourd'hui. Je vais donc passer le micro à ma collègue Manon, qui sera avec Maëline. Manon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Merci. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Manon. Je suis votre deuxième présentatrice sur ce plateau. Je suis en compagnie de Maëline. Bonjour Maëline. Bonjour. Avec ton groupe, vous avez parlé sur le racisme et la discrimination. Peux-tu m'en parler plus précisément? Le racisme, c'est une hiérarchie entre les groupes humains. L'antisémitisme, qui signifie une certaine haine envers la religion ou la communauté juive. L'antiziganisme, c'est une dévalorisation de la culture et de la vie des gens du voyage. La xénophobie, c'est la peur systématique des étrangers. Aurais-tu quelques chiffres à nous dire par rapport à ça? La loi du 1er juillet 1972 a été adoptée pour lutter contre le racisme. On constate cependant qu'aujourd'hui, une augmentation du racisme dans la rue, dans les écoles, au travail, dans les transports. En effet, elles sont représentées par 58% sont des injures, des provocations ou des diffamations.
17% sont des menaces de mort ou du chantage. 31% sont des atteintes à la vie privée et des violences. Des discriminations comme le refus à l'embauche. Les autres de ces délits peuvent avoir 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Merci. On a également fait l'interview de M. Bangoura. Très bien, regardons-la ensemble. Juste après l'interview, on va retrouver mon collègue Noah. Bonjour monsieur, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Douba Bangoura, je suis formateur à la MFR de Percy depuis 2018 en EPS, français et histoire géo. Avez-vous déjà vécu de la discrimination raciale, que ce soit à l'école, dans la rue ou au travail? Alors dans la rue ou à l'école, non, pas que je sache, en tout cas je m'en suis pas rendu compte. Au travail indirectement, puisque j'ai postulé sur une ou deux annonces d'emploi et où j'avais tous les diplômes, toutes les formations nécessaires, l'expérience aussi. Et il s'est avéré que j'ai même pas eu d'entretien. Alors je me suis posé la question si c'était par rapport à mon nom et mon prénom qui étaient d'origine étrangère. Comment avez-vous réagi face à cela et est-ce que ça vous a impacté? Alors ça m'a impacté plutôt intérieurement. J'en ai parlé avec mon épouse. Effectivement, après on se pose des questions. Je me suis posé la question de refaire un CV avec un autre nom qui sonnerait entre guillemets plus français. Je ne l'ai pas fait, mais ça m'a travaillé pendant quelques années quand même. Oui. Quelle solution avez-vous trouvé? J'ai pas trouvé trop de solutions puisque j'ai rien fait derrière. Ça a juste été en parler. Alors j'en ai parlé avec ma famille aussi, avec ma grande sœur qui est pharmacienne et qui pense elle aussi avoir été victime de discrimination à l'embauche de par son nom aussi qui est elle s'appelle Fatou Bangoura et du coup, elle pense ne pas avoir été prise sur certains postes par rapport à son nom et son prénom. Vers qui vous êtes-vous tourné pour que quelqu'un vous aide? Alors, je n'ai pas cherché forcément de l'aide pour moi, mais j'ai plutôt cherché des moyens de lutter contre les discriminations parce qu'avant, j'intervenais dans les écoles primaires. Et j'ai mis en place des actions contre les discriminations avec des associations et j'ai fait travailler les élèves sur les discriminations, les différents types de discriminations qui existent pour les éduquer et puis en faire des citoyens plutôt actifs de lutte contre la discrimination. Merci Monsieur Bangoura pour cette interview. Nous allons donc maintenant regarder un micro-trottoir réalisé par Elouane dans les rues de Saint-Lô sur la discrimination. Bonjour. 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 Que pensez-vous de la discrimination liée à la couleur de peau et à l'orientation sexuelle? Ce que j'en pense, je trouve ça horrible. Je trouve qu'elle est plus que ridicule parce qu'elle n'a pas de sens. Je pense qu'il faut même juger un comportement et une personne plutôt que son apparence ou son orientation. Je trouve ça regrettable. Moi, personnellement, ça ne me touche pas directement, mais je suis assez sensible à ce sujet-là. Pour la couleur de peau, c'est quand même une aberration de aujourd'hui discriminer quelqu'un sur son physique. On est en 2023. La discrimination est un délit. Déjà, je pense que tout le monde peut être heureux et ne pas s'occuper des autres. Tout le monde est égal, pour moi. Qu'on soit noir, blanc, etc., on est tous pareils, je pense. Chacun est comme il est et puis il aime qui veut. Du moment qu'on se laisse tranquille, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je pense qu'il y a d'autres choses à perdre de temps dans la vie que se critiquer les uns les autres. Après, c'est juste une question d'éducation, de culture, etc. Quand on est mal éduqué, on pense qu'on est supérieur aux gens. Je pense que la planète appartient à tout le monde et que tout le monde a le droit de vivre là où ils ont envie de vivre. C'est un sujet compliqué. Avez-vous déjà été victime ou témoin de cette discrimination? Victime, non, clairement. Je pense que j'ai une trop grande bip pour en être victime. Mais témoin, oui, ça m'est arrivé. Heureusement, non. Partiellement au travail. Non, pas du tout. À témoin, oui. Victime, non, parce que, encore une fois, voilà, ça me correspond pas. Je suis une femme blanche. Enfin, voilà, j'ai vraiment aucune raison d'être ciblée. Par contre, oui, ça peut être un cas dans la rue. On peut des fois le voir. Et c'est déplorable et il faut se combattre ça. En tant que noir et africain, oui. Mais après, moi,
je m'en moque un peu parce que je me connais, je sais très bien qui je suis, du coup ça m'atteint pas. Pour ma part, oui, j'ai été témoin de ça dans les stades de football. J'habite en Nouvelle-Calédonie donc depuis 10 ans, donc c'est facile parce que nous on arrive sur l'île en fait et on se met un petit peu à la position des gens qui arrivent en France et c'est un petit peu nous qui sommes visés en étant là-bas. Donc ouais, on ressent un petit peu l'œil des gens et ça nous permet de nous mettre aussi quand on n'habite qu'en France et qu'il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de racisme envers certaines communautés. Nous, ça nous a permis de nous mettre de l'autre côté de la barrière. On constate une augmentation du racisme. Est-ce que vous le ressentez? Non, pas vraiment. Pas du tout. Oui. Oui, quand on regarde les actualités, c'est sûr qu'on la ressent. Peut-être pas à Salomé, mais on la ressent. Je sais pas, on voit par exemple sur les réseaux des actes racistes, etc. Et ça, c'est forcément touchant. Ça fait la peine de voir ça encore aujourd'hui, quoi. Sur les réseaux, un petit peu quand même. Il y a des commentaires sous des posts qui sont des fois un peu déplacés et des fois qui peuvent vraiment blesser. Au lycée, peut-être, oui, des fois il y a des gens qui font des blagues. Maintenant c'est devenu banal un peu parce que pour eux c'est normal de faire des blagues comme ça, mais des fois ça fait mal, mais bon, maintenant on vit avec. De temps en temps, c'est vrai on peut entendre des remarques qui peuvent parfois être racistes. Ouais. Alors moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis plus en métropole, donc là je suis juste en vacances, mais entendre avec la famille et tout ça, oui, je pense que le racisme prend de plus en plus de place dans la vie de tous les jours. Peut-être l'amalgame avec des fois des événements qui peuvent se passer et une couleur de peau ou une religion ou quoi que ce soit, ça l'amalgame on le voit beaucoup et il faut le combattre. Aujourd'hui, le racisme est toujours là, il était là avant, il sera là aujourd'hui, il sera encore là demain, il existe, il faut faire avec. Après, on voit que plus il y a de mixité, plus les gens ont peur de l'autre. Donc clairement, je ne constate pas une augmentation du racisme. Ce que j'ai envie de constater, c'est surtout que les gens aillent plus les uns vers les autres. C'est pas très sympa en fait pour des gens, ou certains qui viennent juste pour changer de vie ou pour améliorer leur vie. Donc voilà, encore une fois, le monde appartient à tout le monde. Alors pour lutter contre le racisme, il faut savoir s'aimer, il faut savoir aimer l'autre, aimer la différence de chacun. Je pense que c'est pour moi la première chose. Merci Elouane pour ce micro-trottoir. Nous vous retrouvons sur le plateau pour une interview de Monsieur Le Bonton. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions, mais je vais vous demander déjà de vous présenter. Donc bonjour, Paul Le Breton, je suis le directeur de la MFR de Percy depuis 4 ans déjà. Voilà. En tant que directeur, avez-vous déjà eu des élèves victimes de discrimination? Malheureusement oui, ça arrive régulièrement, presque tous les ans, sur plein de sujets, le sexisme, le racisme, et puis un peu sur le physique aussi. Comment avez-vous réagi face à cela? Alors déjà c'est de comprendre réellement les faits. Pour pouvoir juger, il faut déjà comprendre les faits, donc beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec les jeunes. Et puis après, quand les faits sont graves, évidemment des sanctions importantes, des exclusions, des mises à pied, et puis un accompagnement des familles pour aller porter plainte si vraiment les faits sont très graves. Et comment vous êtes intervenu par rapport à ça? Donc beaucoup de temps d'échange déjà avec les victimes pour comprendre l'entièreté des faits, donc en échange avec le responsable de classe et puis le jeune et moi, et puis après un échange avec les personnes qui sont responsables des actes. Et puis quand on a une idée claire de ce qui s'est passé, on passe à la phase de prévention des parents, de rencontre des familles et puis de sanctions disciplinaires si vraiment les faits sont graves. Pensez-vous que maintenant il y a plus de discrimination qu'avant ou pas? Je pense que ça se calme parce qu'on en parle souvent dans l'établissement. On a des sujets comme aujourd'hui qui vont faire sûrement encore avancer les choses. Donc je pense que du fur et à mesure du temps, ça va s'apaiser, mais il y en aura toujours malheureusement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonne fin de journée. Merci, bon courage. Merci pour cette interview. Excusez-moi. Je vais donc passer le micro à ma collègue Manon. Merci Noah. Bonjour, Manon, une camarade à moi, va interviewer Kevin sur le harcèlement et l'homophobie. C'est parti. Je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans
et je suis en seconde en bac pro à Percy. J'ai subi de l'harcèlement moral et du cyberharcèlement. Ça a commencé parce que on disait que mes parents s'étaient divorcés à cause de moi, et plus principalement parce que j'avais une orientation différente des autres. Et du coup, on m'a traité de sale gay, sale pédé, tu devrais pas exister. Ça a duré 3 ans, de la 6e à la 3e. Et après, quand je suis allée en apprentissage en CAP coiffure, j'en ai parlé à une psy en premier, avant mes parents. Et c'était compliqué à en parler parce que je voulais le garder pour moi. Et en fait, en parler, c'est bien. J'ai eu dépression, idée noire. Je voulais pas rester dans ce monde-là. Et je voulais partir tout simplement. En parler à un proche, à un professeur, c'est important. Et il y a un numéro qui existe qui est le 3018, c'est un numéro gratuit et vous pouvez appeler en cas de besoin. À la MFR, je me sens bien. À la rentrée de septembre, j'avais peur qu'on me juge encore une fois, comme à l'époque. Et en fait, non, ça se passe très bien et je pense qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Alison, une autre fille de ma classe, va interviewer Madame Lamy, la formatrice handicap. Bonjour, je m'appelle Alison. Nous allons parler du sujet du handicap. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour, je m'appelle Sylvie Lamy, je suis formatrice à la maison familiale de Percy depuis maintenant 25 ans et je suis également référente handicap. Pourquoi avez-vous décidé de vous occuper du handicap ? Alors, ça va faire maintenant pratiquement 3 ans, 4 ans que nous sommes également un CFA, donc un centre de formation des apprentis. Et donc, dans cette certification, il est demandé qu'il y ait un référent dans chaque établissement scolaire. Donc, Monsieur Le Breton, le directeur, et Monsieur Sébir, le président, m'ont demandé si j'acceptais cette mission. Donc, voilà, comme j'avais fait déjà des formations pour aider les élèves en situation de handicap, j'ai voulu encore continuer dans cette démarche-là. Donc, j'ai accepté leur mission. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas référent handicap pour rien. C'est que moi, j'ai aussi des gens dans ma famille qui sont en situation de handicap, donc ça me parle. Voilà. D'accord. Quels sont les handicaps les plus fréquents ? Alors, au sein de la maison familiale, nous avons des élèves qui souffrent de troubles 10, donc dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie. Donc voilà, c'est pour la majorité des élèves qui sont suivis par les référents handicap. Et puis nous avons aussi des élèves TDA, donc c'est des élèves qui ont un trouble de l'attention. Voilà, grosso modo, les 2 types de troubles que l'on peut trouver. Comment les gérez-vous ? Eh bien, en début d'année, donc avec toute l'équipe pédagogique et puis tous les collègues, donc on fait une réunion où on voit un petit peu tous les aménagements qu'on va pouvoir mettre en place pour accompagner au mieux les élèves qui sont en situation de handicap. Donc on peut mettre des aménagements tels que des photocopies A3 en agrandissement, on accorde des pauses supplémentaires, on fait des dictées aménagées, on accorde du temps supplémentaire. Donc selon la situation de chacun des élèves en situation de handicap, on essaie de mettre en place des stratégies pour l'aider au mieux dans sa scolarité. Au sein de l'établissement, avez-vous constaté des moqueries vis-à-vis des élèves en situation de handicap ? Oui, ça arrive qu'il y ait des moqueries par rapport aux situations de handicap de certains élèves, mais il y a aussi des moqueries avec les élèves qui n'ont pas forcément de handicap. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, on intervient le plus rapidement possible. Donc on en discute avec les élèves qui font subir ces moqueries. Alors soit on explique pourquoi les comportements de certains élèves peuvent
être différents. Ou alors on essaie de parler avec eux de ce qu'ils peuvent ressentir. Un élève qui est en situation de handicap, c'est un droit pour lui de ne pas vouloir en parler aux autres. Donc dans ces cas-là, ça reste entre l'équipe pédagogique et puis cet élève. Et donc il faut essayer de dire à l'autre qu'on peut être différent, mais que les moqueries, quoi qu'il arrive, ne sont pas tolérables. Je vous remercie pour cette interview, madame. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Madame Lamy, Alison et Kevin pour cette interview. Je suis donc maintenant avec un des groupes qui va nous parler de l'égalité homme-femme. Manon ? Bonjour, merci Noah. Donc les femmes ont obtenu des droits grâce à des combattantes comme Simone Veil et Olympe de Gouges qui se sont battues. Elles ont tout fait pour obtenir les droits que les femmes n'avaient pas auparavant et pour obtenir une égalité entre les femmes et les hommes. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote. En 1975, Simone Veil a réussi à avoir l'autorisation à la contraception, autorité parentale conjointe. La réforme du divorce et l'égalité professionnelle a été mise en place de 1975 à 1993. La parité homme-femme a été mise en place depuis 1946. Les femmes votent en France pour la première fois lors des élections municipales le 29 avril 1945. Dans l'évolution des droits des femmes, on parle aussi de la féminisation des métiers. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de travailler parce que les gens disaient que les femmes étaient trop faibles physiquement et elles devaient s'occuper de leurs enfants. Mais au fur et à mesure du temps, les femmes ont eu accès à des postes réservés aux hommes. Afin de retracer l'évolution des droits des femmes, Olympe de Gouges fait paraître en 1791 les droits de la femme et de la citoyenneté. Ce livre a été écrit pour parler de tous les droits que les femmes ont eus en se battant pendant des années pour l'obtenir. D'accord, merci Manon. Mais attendez, Simone Veil, vous avez travaillé là-dessus, non Laurine ? Merci. Bonjour, je m'appelle Laurine et je vais vous parler de Simone Veil. Tout d'abord, elle est née le 13 juillet 1927 et décédée le 30 juin 2017. Durant sa jeunesse, elle a été déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau à l'âge de 16 ans, après ses épreuves de bac à Nice. Malgré un changement de nom et une fausse carte d'identité, elle, tout comme sa famille juive, vont se faire déporter par des policiers nazis déguisés en civils, plus communément appelés la Gestapo, en mars 1944. Elle deviendra première présidente du Parlement européen après les camps, et en 1969, elle décide de défendre les discriminations faites aux femmes. Par la suite, elle entame des études en droit et elle sera reçue au concours de la magistrature en 1957 et deviendra ministre de la Justice auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, puis à la direction des affaires civiles en 1964. En 1970, elle devient première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, elle sera élue ministre de la Santé en 1974. Durant son parcours politique, elle va se battre pour des droits, le plus connu, le droit à l'IVG, où elle parlera devant l'Assemblée nationale au Sénat et où aura lieu un débat. Il sera autorisé le 17 janvier 1975. Elle décide de se battre pour ce droit, pour que les femmes puissent interrompre leur grossesse sans risque pour leur santé et de façon légale. Elle se bat également pour le droit de la dignité des détenus, qui sera également au Sénat, et où Simone Veil argumentera sur le trouble de l'ordre public et de l'injustice. Ce droit sera délibéré le 8 avril 2021. Enfin, elle porte un discours en mémoire de la déportation et du génocide juif européen, où elle se déplacera au camp d'Auschwitz en décembre 2004. Elle raconte l'horreur des camps dans un entretien télévisé et il sera diffusé au 60e anniversaire de la libération des camps. Pour conclure, je dirais que Simone Veil s'est battue toute sa vie pour ceux qui ont vécu dans les camps, y compris elle, et pour ne jamais oublier les victimes de la Shoah. Merci de m'avoir écouté. Merci Laurine. Après le combat de Simone Veil pour le droit à l'IVG, nous allons entendre Manon qui va nous... nous allons entendre Wendy qui va nous parler des contraceptions. Bonjour, merci Noah. Moi j'ai décidé de parler de la contraception.
La contraception, c'est un ensemble de moyens employés pour rendre les rapports sexuels inféconds. C'est en 1967 qu'une loi est votée pour autoriser la contraception. Aujourd'hui, la pilule est le moyen le plus connu et le plus utilisé de France. C'est un moyen cependant à l'heure actuelle critiqué car il a des conséquences sur la santé des femmes. Comme par exemple le dérèglement des cycles menstruels, un risque plus accru de cancer ou des maladies cardiovasculaires. Avant qu'il y ait cette loi, les femmes prenaient des risques et des méthodes dangereuses, comme par exemple certaines femmes utilisaient la méthode du cintre ou des aiguilles à tricoter afin de pratiquer des avortements clandestins. Cette pratique qui pouvait entraîner des infections ou la mort est encore courante dans les pays comme par exemple les États-Unis qui n'autorisent pas l'avortement comme par exemple les États-Unis. En France, l'IVG est ainsi autorisée depuis 1989. À l'heure actuelle, les femmes n'ont plus besoin de se mettre en danger car il existe d'autres moyens de contraception comme le préservatif, l'implant, le stérilet ou la pilule. D'accord, excusez-moi. Merci Wendy. Nous allons donc nous retrouver avec Manon sur l'autre plateau qui sera avec Noah. Merci Noah. Nous sommes en compagnie de Enzo et Monsieur Varin. Enzo, je t'écoute. Bonjour Manon, aujourd'hui je suis en compagnie de Monsieur Varin. Monsieur Varin, comment allez-vous? Eh bien écoutez, très bien, merci. Vous êtes le maire de Percy, donc aujourd'hui je vais vous interviewer sur la laïcité. Avant ça, je vais vous rappeler la loi qui dit que dans les écoles, le port de signes tenus par lesquels les élèves montrent ouvertement une apparence religieuse est interdite. Donc ça c'est la loi du 15 mars 2004. Donc première question, que pensez-vous de cette loi? Alors la laïcité de manière générale, elle est importante puisqu'elle permet un vivre ensemble où chacun peut exprimer sa religion, pratiquer sa religion et ses différentes croyances sans qu'il y en ait une des religions qui prenne le dessus ou qui dirige les autres. Donc ça permet de vivre tous ensemble dans la diversité. Que garantit cette loi? Eh bien, elle garantit qu'il n'y a aucune des religions qui prend le dessus, puisque la France est un État laïque, donc on peut croire en différentes religions. Et puis, il y a des États qui ne sont pas laïques, où c'est une religion qui, du coup, prend le dessus, et les lois de la religion sont supérieures aux lois de la République. Donc, on est obligé de se mettre dans un moule religieux qui n'est pas forcément le nôtre. Alors qu'avec la laïcité en France, c'est les lois de la République qui sont au-dessus, et ensuite, chacun peut pratiquer la religion qu'il le souhaite. Pensez-vous que cette loi est nécessaire à la vie de tous les jours? Oui, elle est nécessaire puisque justement elle garantit à chacun de croire en ce qu'il veut, de pratiquer la religion qui est la sienne, de par ses origines, de par ses croyances. Et ça permet donc un vivre ensemble où chacun est respecté selon ses propres croyances. D'accord. Pensez-vous qu'elle pourrait évoluer un jour? Alors, elle est régulièrement attaquée, la laïcité, par divers courants, par diverses personnes qui disent « ça serait mieux s'il n'y avait pas ça, ça serait mieux si la religion catholique était la référence, ça serait mieux si l'islam était la religion de référence ». Voilà, donc c'est un combat de tous les jours pour les élus républicains et les laïcs aussi, de garantir cette laïcité pour que chacun puisse avoir la religion et pratiquer la religion qu'il souhaite. D'accord. Pensez-vous qu'il y a une différence de cette loi entre le système scolaire et en dehors? Il n'y a pas forcément de différence sur le papier. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué puisque la vie de tous les jours, elle n'est pas la même à Percy qu'elle peut être à Marseille ou ailleurs. Donc il y a toujours certaines personnes qui essayent d'imposer leur religion aux autres, etc. Donc c'est pour ça que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, un combat de tous les jours de garder cette laïcité pour que chacun puisse exprimer ses croyances et les pratiquer sans être embêté par les autres. D'accord. Une dernière question. Pensez-vous qu'il y a une différence entre les écoles publiques et les écoles privées? Alors, il y a des écoles privées qui, du coup, sont en contrat avec l'État, mais qui, eux, sont des écoles à référence catholique, islamique, etc. Donc voilà, c'est un combat aussi, et tout ça est très cadré par l'État. Mais voilà, il y a une différence, bien sûr, puisque dans une école catholique, on aura peut-être des cours de catéchisme, etc. Voilà, mais tout ça est cadré pour que ça n'empiète pas, justement, sur le principe de laïcité.
D'accord, et ben, je vous remercie, Monsieur Varin, d'avoir été présent sur ce plateau. Je vais repasser la parole à Manon. Merci Enzo et merci Monsieur Varin d'avoir pris du temps pour venir sur ce plateau. Merci à vous. Je laisse la parole à Noah. Merci Manon. Nous sommes tout de suite en plateau avec Josua qui va interviewer Clément, Amias et Antonin sur les signes religieux. Josua, je te laisse la parole. Merci. Bonjour Antonin, bonjour Amias, bonjour Clément. J'ai une question pour vous. Pour vous, c'est quoi la laïcité? Pour moi, la laïcité, c'est le fait de... Il faut tous être égaux, avoir les mêmes droits et un peu tout. Je passe la parole à Amias. Bonjour Josua. Pour moi, la laïcité, c'est un principe de liberté, la liberté de croire ou de ne pas croire en certaines religions. Je passe le micro à Clément. Bonjour. Pour moi, la laïcité, c'est savoir ne pas montrer sa religion dans les endroits où il y a de la laïcité. Clément, pour toi, est-ce que la laïcité à la MFR, elle est respectée? Oui. Passe le micro à Antonin, penses-tu ça bien que dans certains lycées privés, on ait le droit de porter des signes religieux? Pour moi, que ça soit privé ou public, on devrait avoir le droit de porter ce qu'on veut, d'avoir les religions ce qu'on veut et tout. On devrait avoir le droit, quoi. Amias, toi, tu préfères quand il y a la loi de la laïcité ou quand il n'y est pas? Moi, je préfère quand il y a la loi de la laïcité, parce que sinon, dans les lieux publics, il y aurait des personnes qui pourraient inciter d'autres personnes à davantage croire en leur religion ou non, et c'est n'importe quoi. D'accord. Merci Amias, et merci d'être venu sur notre plateau. Je repasse la parole à Noah. Merci pour cette interview magnifique. Je vais donc passer la main à Manon qui se retrouve avec Noah. Merci Noah. Je me retrouve ici avec Noah et Antoine le jardinier. Donc Noah, je te laisse la parole. Bonjour Antoine. Pouvez-vous vous présenter rapidement s'il vous plaît? Alors moi, je suis Antoine le jardinier, je suis responsable d'une asso qui s'appelle Culture et Nature. Et puis aujourd'hui, on est à la MFR de Percy sur une action régionale qui s'appelle Reporter Normandie Jeune. Et puis notre boulot, c'est d'arriver dans une MFR le lundi. Et puis le vendredi, on fait un plateau télé avec toi et tu as préparé tes questions, tu as un stress parce que c'est le premier plateau télé. Et puis en fait, on va discuter ensemble. Et moi, pour l'instant, je suis très très content des deux plateaux avec Noah et Manon et ça tourne. Oui, merci pour cette présentation. Donc j'aurais quelques questions à vous poser. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la laïcité dans les écoles? Alors moi, la laïcité, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette aussi de président de la Ligue de l'enseignement de l'Eure. Et la laïcité, pour nous, c'est hyper important. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'avoir une religion, une croyance, des envies. Mais c'est surtout de ne pas empiéter sur la vie des autres. Et de l'imposer aux autres, c'est hyper important. Et donc, à l'école, vous êtes là pour apprendre. Et que tout ce qui est religion, tout ce qui est croyance, il reste à l'extérieur de l'école. C'est comme ça que ça se passe, logiquement. D'accord, Antoine. D'après vous, est-ce qu'on devrait garder une différence de règles entre les écoles publiques et les écoles privées? Ça, c'est un grand débat. Alors moi je suis président de la Ligue de l'enseignement, donc je défends complètement l'école publique, l'école gratuite pour tous. Après... historiquement, il y a toujours eu des écoles privées. École privée dit haute organisation. Tant que les gens sont contents, viennent à l'école pour apprendre des choses et en ressortent grandis. Bon, après, j'ai pas trop de concurrence à mettre en place. D'accord. Et d'après vous, est-ce que le live pourrait permettre à certaines personnes de respecter un peu plus la laïcité, de se sentir sensibilisés? Le live qu'on est en train de faire aujourd'hui? Oui. En fait, nous, on s'en sert pour ça. C'est-à-dire que de faire du streaming, de faire des podcasts et de repartager un maximum ce plateau, ça ouvre les yeux, les oreilles et puis le regard. J'expliquais l'autre jour,
dans une école à Saint-Lô où la personne dit oui, mais les juifs, les arabes et tout. J'ai dit, mais savez-vous pourquoi aussi bien les juifs que les arabes ne mangent pas de porc? Elle me dit, ben non, c'est la religion. Mais non, en fait, c'est écrit dans les livres, mais c'est surtout qu'à l'époque où ont été écrits les livres, le porc se conservait mal, et donc quand on en mangeait, on pouvait en mourir. Donc à un moment donné, les religions ont dit, on arrête un petit peu de manger de porc, parce que c'est dangereux. Mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, en fait. Après, toi, par exemple, tu manges peut-être pas de carottes, parce que tu n'aimes pas les carottes. Moi, ça me gêne pas, en fait. Tant que toi, tu me dis pas, Antoine, il faut que tu arrêtes de manger des carottes, ça me gêne pas. Voilà. Et donc ça, c'est important. Tu vois, dans l'école, c'est que vous arrivez avec votre culture, vous arrivez avec vos religions, vous arrivez avec tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. Vous êtes là pour apprendre un métier ou apprendre et faire des études, et donc faut rester sur ce précepte. D'accord, Antoine. Merci beaucoup. Je te remercie, Antoine, d'avoir répondu aux questions de Noah, et je remercie du coup Noah d'avoir posé les questions. J'ai bien répondu maintenant ou pas? C'était très bien, merci. Super. Donc je redonne la parole à Noah. Merci Manon, nous sommes tout de suite sur le plateau où nous allons voir une interview de 2 élèves sur la liberté d'expression, interviewée par Clément. Kylian Leodé, je suis en 3e à la MFR de Percy. Je m'appelle Maya Rabec et j'ai 15 ans et je suis élève en 3e à la MFR de Percy. Alors pour moi, la liberté d'expression, c'est être libre de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, mais c'est surtout être fier de ce qu'on est, et puis voilà, être heureux, tout simplement être heureux. Et pour moi, oui, elle est très importante, parce que si on n'est pas heureux, on ne peut pas vivre comme quelqu'un de normal. Pour moi, la liberté d'expression, c'est pouvoir parler de ses opinions et de ce qu'on pense librement sans être jugé par les autres. Et oui, elle est importante pour moi, très importante même. Mes parents, ils m'ont aussi appris à toujours être fier de ce qu'on pense et à pas cacher ses opinions ou ce qu'on pense à cause d'autres personnes. On ne cache pas ses expressions ou ce qu'on a envie de dire. Il faut vraiment se montrer et être fier de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Pour moi, les limites, c'est quand on ne respecte pas l'autre. À ce moment-là, c'est une limite, mais sinon, il n'y a pas vraiment de limite. Tant qu'on est dans le respect de l'autre. Il n'y a pas de limite. Hein. Pour moi, il n'y a pas de limite. Après, ça dépend bien évidemment des gens, avec les personnes avec qui tu parles. Tant que ça ne touche pas à leur intimité ou à eux-mêmes, franchement, pour moi, il n'y a pas de limite. Oui, si on ne respecte pas la liberté d'expression des autres, à mon avis, ça devrait être sanctionné. Pour moi, tant que tu respectes celle des autres, tu n'as pas forcément besoin de punition ou de sanction. Après, si ça touche aux autres, à leur liberté à eux, bien évidemment que oui, là, ça va être, pour moi, ça devrait être sanctionnable. Merci Clément pour cette interview. Nous allons donc nous retrouver avec Malo qui va nous parler de la liberté d'expression. Malo ? Ah oui, bonjour. Alors, la liberté d'expression, c'est le fait de s'exprimer par différents langages. Tout le monde y a le droit en France, peu importe sa religion et tout. Ce droit comporte la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans risque de conflit. Il suffit juste d'en parler aux bonnes personnes. La liberté d'expression va de pair avec la liberté de la presse. En effet, si chacun a le droit d'exprimer ses pensées, ses croyances ou ses idées, il doit aussi avoir le droit de recevoir ou de diffuser des informations. Mais du coup, la liberté d'expression, ça sert à quoi ? Et bien du coup, ça sert, c'est important pour le développement et l'épanouissement de chaque individu. En effet, c'est en échangeant librement des informations et des opinions que les gens comprennent le monde dans lequel ils vivent. Ça sert aussi aux citoyens pour qu'ils fassent leurs devoirs, notamment en votant aux élections par exemple. Ou alors ça leur donne aussi le droit de manifester si le gouvernement prend une décision qui ne leur convient pas. D'accord, merci Malo pour cette définition qui a dû être compliquée à apprendre. Nous allons donc passer avec Clément qui va nous parler des différentes formes de liberté. Alors, il y a différentes formes de liberté. La liberté d'expression, de pensée, de conscience et de religion.
mais aussi la liberté au droit respect familial et privé. Et pour finir, la liberté politique, individuelle et civile. D'accord, merci Clément. Nous allons donc passer maintenant à Esteban. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Donc, des insultes, des propos racistes, des propos discriminatoires, avec une chronique de Samuel Paty qui s'est fait décapiter pour avoir enseigné la liberté d'expression. Il avait montré des caricatures de Mahomet à une classe de 4e. Samuel Paty avait dit aux élèves de détourner les yeux ou de sortir de la salle de classe si jamais ils allaient être choqués. En France, nous avons la liberté d'expression. Je vais également vous parler des risques que l'on encourt si l'on ne respecte pas la liberté d'expression. Déjà, si on ne respecte pas la liberté d'expression, on aura des sanctions, ou alors on sera même peut-être condamné par un juge. Donc, incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou à la ségrégation. La ségrégation consiste à écarter volontairement un groupe de notre société, par exemple parce que ces personnes ont la peau foncée. Voilà. D'accord, mais en privé, est-ce que c'est la même chose? En privé, non, du tout, vu que on peut. Il y a une loi qui a été votée depuis 1789 qui permet d'exprimer son opinion, par exemple, que ce soit sur la politique, sur l'histoire de son pays ou sur la religion des personnes en perspective. Et aussi ce qu'on peut, on a le droit de parler, de penser et d'imprimer librement, mais tout pendant que c'est dans la limite de la loi. Merci Nathan. Pour cette chronique, on va du coup passer à Lucas qui va nous parler des sanctions. Alors oui, si les sanctions et peines ne sont pas respectées, l'auteur des faits peut être condamné à 1 an de prison et 15 000 € d'amende, mais l'amende peut varier en fonction des propos tenus par l'auteur. Par exemple, les propos diffamatoires peuvent être sanctionnés d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. D'accord, merci Lucas. Mais est-ce que la liberté d'expression est-elle fondamentale? Oui, la liberté d'expression est fondamentale car sinon nous serions en dictature. Alors que la France est une démocratie, chaque citoyen a le droit de donner son opinion ou de donner ou de recevoir des informations sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité. C'est-à-dire que les autorités n'ont pas le droit de s'immiscer dans les problèmes des autres, dans les affaires des autres, sans mandat. Merci les gars pour nous avoir fait découvrir ce passage de la loi. Nous allons donc passer à l'interview d'un gendarme du PSIG réalisé par Lucas. Alors je m'appelle Diwan, depuis maintenant 1 an. Alors pour moi la liberté d'expression c'est quelque chose qui te permet d'exprimer librement tes pensées dans une limite de ne pas gêner celle des autres, de ne pas l'imposer surtout. Et de le faire aussi pacifiquement. Parce que par exemple, je vais prendre l'exemple des manifestations, qui sont quelque chose qui permettent la liberté d'expression. Après, quand ça dégénère, quand ça part dans quelque chose de plus physique, là, pour moi, on quitte la liberté d'expression. Quel conseil donneriez-vous aux citoyens pour exercer la liberté d'expression? Rester, je pense, intelligent dans le sens... rester calme et faire les choses pacifiquement sans forcément imposer sa vision des choses. Tout le monde a le droit à sa vision. Quelles sont les sanctions pour un citoyen qui ne respecte pas cette loi? Eh bien, on risque une amende, voire même de la prison si ça a été réitéré. Ça peut monter assez haut en fonction des antécédents judiciaires de la personne.
Quelles sont les limites de la liberté d'expression? À partir du moment où ça dérange des personnes psychologiquement, mentalement, physiquement, du coup là ouais ça devient différent et là c'est la limite à ne pas dépasser. Est-ce que la loi s'applique aussi sur les réseaux sociaux? Absolument, ouais. Tu as beau être anonyme sur les réseaux sociaux, en fait, ça reste que du coup tu t'exprimes comme si tu étais en face de quelqu'un. La personne va recevoir les choses telles quelles, même si c'est pas en face. Et puis finalement, pénalement, c'est les mêmes risques que ce soit en face à face ou sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Je te remercie d'avoir accepté Pas de souci. de répondre à ces questions et je te souhaite une bonne journée. Merci, de même. Merci Lucas pour cette interview. Nous sommes maintenant en compagnie de Adélaïde, Noah et Antonin. Inès, une camarade de la classe, a travaillé pour savoir ce qu'est l'hindouisme. L'Inde est l'État le plus peuplé au monde. Il y a plus d'1 milliard d'habitants. Pour les hindous, cette religion se focalise sur 3 dieux principaux, qui sont Brahma, Vishnu et Shiva. Ils sont tous les 3 membres de la Trimurti. Chacun représente une puissance divine. La création pour Brahma, la préservation pour Vishnu et la destruction pour Shiva. Pour les hindous, ces dieux sont l'esprit universel, suprême et unique, qui anime toute vie humaine, animale et matérielle. Maintenant, passer la parole à nos invités qui vont parler des dieux de l'hindouisme. Alors bonjour, du coup, moi je vais vous parler de Shiva. Selon les Devas, donc textes sacrés hindous, tels la Bible pour les chrétiens ou le Coran pour les musulmans, Shiva est un dieu hindou, l'un des 3 dieux primordiaux. Shiva est souvent décrit comme le dieu du yoga et est dit comme étant un yogi. Un yogi, c'est quelqu'un qui mène une vie simple, sans luxure ni tentation, et qui fait du yoga. Il a la connaissance absolue, c'est-à-dire qu'il voit tout, qu'il sait tout, passé, présent et futur. Doté de grands pouvoirs, il mène une vie de sage sur le mont Kailash. Sur la plupart de ses représentations, Shiva est assis sur une peau de tigre, symbolisant l'énergie potentielle, car Shiva est l'énergie créatrice en sommeil. De sa chevelure, dont est posé un croissant de lune, symbole du cycle du temps, s'écoule le Gange, fleuve sacré de l'hindouisme. Alors moi je vais vous parler de Vishnu, qui est le 2e dieu de la Trimurti. C'est le protecteur des hommes et un sauveur. Il est souvent représenté en homme bleu avec une parure royale et 4 bras. Il a généralement une combe qui est le symbole de la création, un lotus qui symbolise la pureté et la vérité, et une massue dans les mains. Il porte sur sa tête une tiare royale. Il est le plus important de la religion. Il personnifie le pouvoir de conservateur et il ne peut pas intervenir directement dans les événements, alors il s'incarne en avatar. Selon la religion, il peut s'incarner régulièrement lorsque le monde est menacé par le chaos. Son incarnation est Krishna, qui représente la divinité la plus vénérée de l'Inde, à l'origine de plusieurs sampradayas dédiés à son adoration. Bonjour, je m'appelle Antonin. Je vais vous présenter le dieu que j'ai choisi qui s'appelle Brahma. Donc Brahma est un dieu créateur. C'est le dernier des 3 Trimurti. C'est les 3 dieux les plus appréciés. Le pouvoir qu'il a, c'est de créer des univers. Il a 4 têtes et 4 bras. Chacune de ces têtes dit un passage du Veda, des paroles sacrées. Brahma habite sur le mont Meru. Brahma ne s'occupe pas trop des histoires des dieux et encore plus rarement de ceux des humains. Merci. Merci d'être sur ce plateau et merci pour les recherches que vous avez faites par rapport à l'hindouisme. Et pour finir, je remercie Antoine, Xavier, Cathy, Claire, ainsi que Madame Ernas, Madame Poulain, Monsieur Varin,
le directeur de la MFR et tous mes camarades de classe qui ont aussi participé à l'émission. Et chers téléspectateurs, je vous dis à une prochaine fois et bonne fin de journée.